c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 FM, un nouveau direct aujourd'hui depuis les studios dans le Périgord. RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le professionnel, se mettre à son compte, et aujourd'hui sur l'émancipation personnelle, l'autonomie financière, la résilience numérique. Nous sommes avec Voynich, spécialiste de tous ces domaines, émancipation financière, promoteur des monnaies libres comme la June et comme Monero. Nous allons parler débancarisation, nous allons parler souveraineté numérique, vie privée, anonymat en ligne, outils technologiques décentralisés, autonomie juridique et administrative. Mon Dieu, tout un programme. Monsieur, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour l'audience de RLP. Bon, comment allez-vous ? Impeccable, toujours au taquet. Alors, je ne vous demande pas où vous êtes situé géographiquement parce que je crois que ça fait partie de la stratégie. Tout à fait. Tout à fait. Voynich, WOJNICZ.ME. Je voulais vous voir, je voulais vous parler parce que j'ai vu un certain nombre de vos pilules, je regarde votre groupe Telegram, il y a des thèmes qui sont d'actualité, on en parle tout de suite, c'est l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Voynich.me. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Je suis un curieux qui est tombé dans le terrier du lapin blanc. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai découvert et j'ai déterré pas mal de cadavres de cette société qu'elle essaye tant bien que mal de camoufler sous le tapis. Et de fil en aiguille, j'en suis devenu à aujourd'hui enseigner et à être consultant aussi sur la sphère de l'émancipation. Parce que l'émancipation devrait être définie, effectivement, mais comment gagner plus de liberté ? Et ça, c'est le plus important, à mon sens. Alors, il y a un point de départ. Vous le placez directement à la naissance, de manière administrative. Vous dites que dès le départ, le système est perverti. Dès le départ, on est emprisonné. C'est ça ? On se fait avoir et on se fait vendre par le système à la naissance, puisque, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à mon sens, qu'il faut absolument retenir, nous sommes dans un système contractuel et l'acte de naissance n'est pas un document pour attester la venue au monde d'un être vivant. L'acte de naissance, c'est un contrat qui nous relie avec notre République. Ça part de là. Donc, c'est ce que l'on appelle vulgairement, c'est quelque chose qu'on essaie de discréditer, la fraude du non légal. Alors, je préfère employer l'escroquerie à l'acte de naissance, dans la mesure où, et je vais résumer ça d'une manière assez simple pour que tout le monde puisse comprendre, jusqu'à preuve du contraire, personne ici n'a consenti librement à être un citoyen de la République. Ce qui pose des problèmes puisque nous avons des droits, c'est chouette d'avoir des droits, mais nous avons aussi des obligations, et des obligations contraignantes. À quel moment est-ce qu'on a accepté tout ça ? Est-ce qu'on nous a expliqué les règles avant de nous faire signer ce contrat ? Il semblerait que non. Alors là, vous allez me dire oui, mais à cet âge-là, quand on est bébé, c'est les parents qui signent pour nous. Effectivement. Oui, là, vous avez une formule qui m'avait interpellé dans une de vos pastilles, de vos pilules. C'est que si on essaye effectivement de ne pas déclarer les enfants à la naissance, on peut carrément les perdre, ils viennent nous les prendre, et ça se passe très très mal. Donc il y a une obligation de fait. Est-ce qu'on est dans un pays libre ? Parce que j'entends souvent ça. La France, c'est encore un pays libre. Ou alors, bon, plus ou moins. Et on a juste à se rendre compte que ne pas enregistrer nos enfants dans cette république peut être extrêmement dangereux pour tout le monde, pour les parents, pour l'enfant, etc. Il peut y avoir de grosses amendes, il peut y avoir la confiscation des enfants jusqu'à la prison. Ça peut aller extrêmement loin. Et pourtant, c'est un choix qui devrait être mûrement réfléchi. Alors, à une époque, j'avais suivi à l'époque, j'étais pas encore RLP, mais je suis beaucoup les travaux de monsieur Jean-Luc Reichmann, qui expliquait notamment que, de par l'Union européenne, on devrait pouvoir avoir le choix de s'inscrire à la protection sociale du pays que l'on désire, vu qu'il y a une Union européenne, et que, normalement, la libre concurrence faisait qu'on pouvait s'inscrire notamment pour l'URSSAF et pour la sécurité sociale, aux protections sociales polonaises, allemandes, qui sont bien meilleures que les nôtres, d'ailleurs, je le rappelle, et beaucoup moins chères. Et il s'était fait débouter en disant que non, c'était pas des sociétés privées, c'était pas des sociétés publiques, mais il y a un très grand flou juridique, me semble-t-il.
il y a un flou juridique majeur. Le problème, c'est que si on se penche réellement sur la notion légale en France, il se pourrait que absolument tout s'effondre. Qui aurait intérêt à ça? Peut-être le petit peuple qui souffre et qui a du mal à joindre les deux bouts, effectivement. Mais ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, il faut vraiment être en mesure de remettre les choses en question à la racine. Bon. Par qui sont votées les lois? D'où est-ce que ça vient? Etc. Qu'est-ce que ça implique dans notre quotidien? On peut aller très loin. Mais à un moment donné, c'est soit on va voir au fond de la problématique, soit on reste en surface, et il ne faut pas s'étonner d'être toujours perdant dans cette société. Alors, vous en fait êtes un révolutionnaire, hein. Bon, moi aussi un peu, donc c'est pas grave, on va se ressembler sur ça, même si moi je souhaite du mal à personne et je dis qu'il faut respecter la loi, hein. C'est une obligation contractuelle par rapport à l'ARCOM, on ne peut pas parler de choses illégales, mais on peut expliquer quand même qu'il y a des débats qu'on peut mettre sur la table et des questions qu'on peut se poser en toute légitimité, ça pose aucun problème. Là où vous en tirez des conclusions, c'est que vous essayez de ne pas dépendre du système. Vous essayez d'être autonome et vous essayez d'expliquer aux gens comment on fait pour ne pas dépendre du système. Alors, pour commencer très largement, ça veut dire quoi, ne pas dépendre du système et être autonome? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à la base, l'émancipation, c'est le fait de se libérer de ses contraintes. Libre à chacun de faire une liste honnête de toutes les contraintes qu'il a dans sa propre vie. Ah, monsieur est libertarien. Peut-être. C'est peut-être. Oui, non, je ne pense pas avoir d'étiquette particulière, non, mais effectivement. C'est un mouvement anglo-saxon très répandu qu'on connaît très peu ici, mais bon, allez-y. Non, mais il y a des bons principes, effectivement. Le principe, il est simple. Je suis pas forcément un libertarien ni un révolutionnaire. Je pose des questions. Bien sûr. Et à partir du moment où on essaye de me contraindre et que ce sont des organismes qui sont illégitimes qui tentent de le faire, eh ben, je le pointe du doigt, tout simplement. Ça, c'est les questions qu'on se pose quasiment jamais. Donc, gagner en liberté, c'est beaucoup de choses, hein, c'est très vaste. Tiens, rapidement, on va débunker. Moi, j'ai un peu navigué sur la planète à mes grandes heures de cybernomade et autres. Il y a quand même des endroits où il n'y a aucune protection sociale et où c'est la misère. Et puis, si vous arrivez à un pépin, c'est quand même la grosse galère. Certains vont vous dire, oui, mais on vous a payé votre éducation, on vous a payé votre école. Si une voiture vous tabasse dans la route demain, on va vous soigner. Et ça, tout ça, ça a un prix. C'est quelque chose qu'on va vous répondre. Vous avez déjà dû entendre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que je réponds? C'est tout simplement, il n'est même pas là le débat. C'est une fausse route qu'on en emprunte, c'est une boucle d'autoroute où on sort de l'autoroute. Non, on ne va pas parler de ça. Il ne faut pas forcément exclure la société. C'est pas ça que je remets en question. C'est les fondements. Et écoutez bien, c'est la légitimité, éventuellement la légalité que je remets en question. Est-ce qu'on a le droit de nous contraindre à avoir des obligations? C'est ça qu'il faut remettre en question. Bon. Donc, l'organisation sociétale, elle est très bien. Le problème, c'est que la société dysfonctionne. Et si on ne la remet pas en question, elle va continuer de dysfonctionner et être de pire en pire comme elle l'est depuis ces dernières années. Alors, pour notre audience, on va aller sur un sujet extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous pensez des impôts, de la TVA et de l'URSSAF ? Est-ce que je peux le dire sans filtre? Vous restez dans la légalité, monsieur, c'est tout. Voilà, c'est l'ARCOM, tout ça, c'est la bande FM, donc vous restez légal, mais sans fraude. Voilà. Non, je peux tout simplement dire que ce n'est pas forcément légal. Et je peux surtout dire, encore une fois, je pense que ça va peut-être être le mot-clé aujourd'hui, ce n'est pas légitime. D'accord. Alors pourquoi on consentirait? Bien sûr, on en revient à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque ça part de là. C'est un texte fondateur qui doit être au-dessus de la Constitution de 1958. Je dis qu'il doit parce qu'on a du mal à la reconnaître. Donc, cet article 14 dit qu'effectivement, le citoyen a le droit de consentir ou pas à la contribution publique. Sauf qu'il faut aller interpréter la chose jusqu'au bout. La problématique aussi, et je vais en soulever une autre, c'est que nous avons délégué notre responsabilité à des représentants qui votent les lois finances. Donc à partir du moment où vous perdez votre représentativité, le game il est plié. C'est comme si tout simplement vous remettiez les clés de votre maison à quelqu'un que vous pensez de confiance, mais en fait c'est un voleur. On en est au même point.
Une perte de souveraineté du citoyen et de l'entrepreneur. La France est un des pays les plus taxés pour l'entreprise. Il y avait le Misery Index à l'époque de Forbes qui sortait. Maintenant, c'est d'autres index qui sortent, mais qui confirment quand même qu'on est largement devant le Danemark et autres. On voit arriver d'ailleurs d'immenses... moi, ce qui m'avait fait halluciner, c'est la dernière loi qui est passée, notamment si vous divorcez, il faut bien faire le compte de chaque meuble que vous gardez, chaque bien que vous gardez, parce que vous allez avoir une taxation sur les choses qui vous appartiennent déjà. Il y a vraiment une intrusion énorme de l'État et de la fiscalité pour pomper le plus de choses qui nous appauvrissent et autres. En tant qu'entrepreneur, comment fait-on pour se défendre? Quels sont les moyens légaux, et je dis bien légaux, pour réussir à garder son espace, c'est-à-dire se faire sa voiture, sa maison, sa famille, son petit truc à soi, quoi? Là, on va rentrer dans la sphère purement technique, mais qui est absolument fondamentale, oui, puisqu'on peut remettre, effectivement, comme je l'ai dit, on peut remettre en question la légitimité, voire la légalité de l'URSSAF, et c'est tout à fait légal de remettre en question ceci, évidemment. L'idée, c'est de poser des questions et de demander quel est le pourquoi du comment, au final. Et comme vous l'avez dit, tout devient de pire en pire dans cette société. Absolument tout. On crée des taxations toujours de plus en plus. Jusqu'à quand ça va finir? Mais en fait, si on réfléchit, et comme je l'ai dit, on revient à la racine, si on s'intéresse à l'acte de naissance et qu'on comprend que cette société contractuelle est basée sur des lois maritimes, je sais que ça va être compliqué à percevoir, et je sais que beaucoup vont le remettre en question parce qu'on serait soumis aux lois continentales, etc. J'ai suffisamment bossé la chose pour vous le proposer, non pas comme une vérité absolue, mais c'est peut-être étrange de le dire comme ça. Nous dépendons du droit maritime ancestral. Le droit maritime qui est au-dessus de nos propres juridictions. Donc ma proposition, c'est de s'intéresser aux juridictions supranationales pour avoir un impact sur des juridictions qui sont donc en dessous des juridictions nationales. Ouais. Si on applique les principes fondamentaux du droit, il y a aujourd'hui moyen de se défendre, comme eux sont en mesure de nous attaquer si nous ne nous conformons pas à cette société. Très bien. Quels sont ces moyens? La connaissance. D'accord. Vous faites comment? Connaître ses droits, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais balancer quelques petites graines comme ça, mais il y a deux manières de défendre ses droits. Et ça, c'est intimement lié à l'escroquerie à l'acte de naissance. Vous pouvez défendre les droits de votre personne. Ça nécessite de bien connaître le droit, de bien connaître la légalité, comme peut-être un avocat. Et vous avez la possibilité de défendre les droits fondamentaux de votre être, vous, être souverain, être vivant. Ce n'est pas la même chose. Puisqu'il y a un truc fondamental à comprendre dans cette société, vous jouez un rôle avec de la représentation. Vous représentez votre personne physique, qui est une personne légalisée. Ce n'est pas vous, ça n'existe pas. On est dans un monde où il est nécessaire de faire la dissociation entre le monde physique et le monde fictif. Bon, concrètement, demain, je me mets comme travailleur indépendant, je propose des conseils et des formations en visio ou à distance. Je prends votre exemple, d'entrepreneur. Comment je m'inscris? Je crée une société, je prends quel statut? Comment vous faites? Il y a deux voies possibles. La première, c'est qu'on ne consent pas à ça, et vous devinez la suite. D'accord. Puisqu'il faut rester dans le cadre. Ou alors, vous imposez vos propres conditions. Vous connaissez vos droits, vous connaissez comment ça fonctionne, vous sélectionnez les choses pour lesquelles vous consentez et vous rejetez celles pour lesquelles vous ne consentez pas. Ça demande donc de bien connaître les droits, de bien connaître ce qu'on nous propose et de savoir lire des contrats. Oui, ça va. Nous sommes dans une société contractuelle. Oui, mais ça va aussi vouloir dire des frais juridiques. On va perdre les APL, on va perdre un certain nombre de choses. Non, il faut quand même dire ce que ça signifie, d'aller dans vos clashs, là. Et puis, monsieur Vojnich, là, il faut quand même que je vous dise que dans ce secteur, comme dans quasiment tous les autres, la justice ne fonctionne pas. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, et puis des jugements motivés par des véritables textes de loi se font de plus en plus rares. Qu'est-ce qui nous reste si la justice, elle ne fonctionne plus alors que nous sommes dans notre bon droit? C'est une bonne question. C'est une question qui est difficile. L'avion, moi je dis aux gens, prenez l'avion. Je dis aux gens, apprenez la langue étrangère, l'anglais, l'espagnol, et puis allez en Europe de l'Est pour commencer, et puis envolez-vous. Moi je leur dis ça. Autrement, si vous êtes ici, vous rentrez dans l'homme gris, là, vous restez anodin, vous provoquez pas, vous faites small is beautiful, et puis vous faites votre espace à vous. C'est ce que moi je dis officiellement aux gens.
Oui, vous n'entendez plus, vous m'entendez? Un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord, pardon. Ok. Oui, donc, alors, on va passer, parce qu'il nous reste 15 minutes, on va passer aux moyens techniques. Émancipation financière, monnaie libre. Alors, je vais expliquer un petit peu aux gens, qu'est-ce que c'est que les monnaies libres? Une monnaie libre, c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un organisme central et qui, on pourrait dire, pour résumer, qui est contrôlée par le peuple. D'accord. Donc, tout l'inverse d'une monnaie de banque centrale. Tout l'inverse de l'euro, du dollar, du yen, etc. D'accord. C'est tout simple. Et comment elle fonctionne techniquement parlant? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la technologie blockchain qui nous permet, Bitcoin évidemment en fer de lance, de montrer la voie pour la création d'autres outils de gestion de monnaie. Donc on parle de monnaie crypto, c'est-à-dire de choses qui sont électroniques, décentralisées. Il y a Ethereum, il y a Bitcoin, il y a Monero, il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle des stablecoins. C'est un milieu un peu volatile, un petit peu technique, mais c'est pas un peu compliqué pour la personne de tous les jours d'utiliser ce genre de choses? Ça se démocratise. C'est plus comme c'était il y a 10 ans, voire 5 ans. Aujourd'hui, ça va très vite et les gens ne se rendent pas compte, mais ils vont bientôt utilisent déjà la crypto sans s'en rendre compte. On commence à l'avoir arrivé sur les comptes Boursorama, Revolut et autres. Déjà, ils sont implémentés et on les voit. Tout à fait. Ça s'intègre dans la finance traditionnelle aujourd'hui. Donc, ça sera transparent et j'imagine qu'il va y avoir une espèce de shift, un changement qui va s'opérer. Tout comme vous ne savez pas comment fonctionne le réseau SWIFT, avec les IBAN, etc., les virements SEPA, les virements internationaux SWIFT, tout ça, vous ne maîtrisez pas la technologie. On vous a dit, utilisez-la, ça fonctionne. Ça sera pareil avec la blockchain. On vous dira, utilisez-la, ça fonctionne. D'accord. Mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est, de mon point de vue, d'aller vers un maximum de décentralisation pour gagner en souveraineté. Tout au contraire, d'aller vers la centralisation comme le font les banques centrales. Je vais faire Qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation? Oui, allez-y. Oui. Pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que la décentralisation, c'est-à-dire que nous pouvons tous les deux, par exemple, être responsables du réseau Bitcoin en y participant. Imaginez si tous les citoyens de France participaient au réseau. À ce moment-là, aucune autorité centrale ne pourrait avoir la main sur ce réseau. On ne pourrait pas décider quoi faire avec. On laisserait tourner ce système et il tournerait pour nous, en totale autonomie. Oui, mais il n'y a pas de réel anonymat. Il n'y a pas de réel anonymat, si j'ai bien compris. Et puis, c'est assez volatile et ça fait très spéculation et ça fait très aussi je cache ce que j'ai, non? Oui, tout ça, c'est des fausses idées, c'est des peurs qui remontent entre le numérique, alors que l'euro, le dollar, la majeure partie évidemment de la monnaie aujourd'hui est numérique. Le fait que ce soit volatile, oui, mais il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas du tout volatiles. Ouais, les stablecoins, ouais. Ce qu'on appelle les stablecoins, donc qui sont des tokens, des cryptos qui sont indexés sur l'euro, sur le dollar, etc., qui ne fluctuent pas. Bon, donc je me passe de l'euro, je vais dans les cryptos, tout ça, et comment je paye mon loyer, mon EDF, mon Auchan, mon Leclerc, tout ça, là, mon Lidl? Tout simplement avec une carte de crédit, puisque Visa et Mastercard ont utilisé leur réseau pour pouvoir permettre des transactions directement depuis des comptes sur la blockchain. Donc on revient sur le système des cartes prépayées qu'il y avait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, à part qu'on les charge avec de la crypto, puis on va au magasin pour les dépenser, c'est ça? Pas que. Il y a les cartes prépayées et il y a les cartes de débit crédit. D'accord. À crédit aussi, d'accord. Crédit aussi. Ok. Il n'y a pas une obligation légale en France de déclarer tous les cryptos que vous avez d'une manière un peu bloquante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous devez dire le bénéfice éventuel que vous avez eu par rapport à la variation de cours, ce qui pose un problème dans l'usage de tous les jours en fait? Ça va être résolu. Comme j'en ai parlé sur quelques-unes des vidéos, il y a ce qu'on appelle la directive DAC8, il y a la directive CARF qui est au niveau international, où tous les pays devraient très récemment, enfin très bientôt du moins, collaborer pour transmettre toutes les données fiscales. Donc, ça sera le nom, le prénom, l'adresse, ce qui rentre, ce qui sort, les plus-values, etc. Ils sont en train, effectivement, de surveiller tout ce qui se passe sur le réseau pour que les cryptos ne leur échappent plus comme c'était le cas jusqu'à présent. De manière européenne ou mondiale, ça? DAC8, c'est la réglementation européenne et CARF, c'est au niveau mondial. Ok. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle la flat tax. C'est une taxe qui intervient à partir du moment où il y a une plus-value.
C'est ça. Donc, c'est grosso modo 30% réalisé sur une plus-value sur la crypto. Voilà. C'est comme si vous achetiez du dollar et quand vous allez payer en dollars, si vous avez fait un gain de 3%, va falloir payer une taxe sur ce gain. Par contre, si vous avez perdu 5% parce que le dollar a bougé par rapport à l'euro, et on ne vous rembourse pas. Donc, c'est un peu unilatéral, si j'ai bien compris. Il y a un peu un système comme ça aussi. On est sur un système basé sur le dol, sur le vice de consentement, sur la tromperie et le mensonge. Alors oui, on continue dans cette dynamique-là, effectivement. Bon, mais ça veut dire que pour nous, gentils Français, il y a très peu de solutions, en fait, si on réside vraiment localement en France. La solution, elle sied plutôt vers la décentralisation pour ceux qui veulent plus de souveraineté et plus de confidentialité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, les crypto-monnaies sont transparentes à la base, ce qui est plutôt bien. D'ailleurs, je prône le fait que les comptes de la République et les comptes ministériels devraient être basés sur la blockchain pour qu'on puisse voir exactement ce qui rentre, ce qui sort et où ça va. Mais il y a la possibilité aussi d'utiliser des blockchains qui sont anonymes, donc de faire des transactions anonymes, comme c'est le cas aujourd'hui avec le cash. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le Monero, qui est une blockchain, une monnaie, on va dire, qui permet justement des transactions anonymes. Et là, on peut aller vraiment très très loin. On peut s'échanger entre nous $1 million en 1 seconde sans que personne n'en sache rien. D'accord. Bon, en fait, vous, ce que vous dites, c'est confidentialité, zone grise, dématérialisation, secret. C'est ça que vous dites. C'est pas que. Je pense qu'il faut assumer d'un certain côté. Ouais. Comme je vous l'ai dit, il y a une phase qui est importante, c'est j'assume ce que je fais parce que je sais défendre mes droits. D'accord, mais concrètement, le jour où on vient vous voir en vous disant vous n'avez pas déclaré de manière habituelle, vous avez pas, enfin on comprend pas ce que vous faites. Vous, ça vous est déjà arrivé à vous? Ça m'est déjà arrivé. Alors pas pour la sphère de l'argent. Effectivement, ça m'est déjà arrivé puisque je me suis confronté à eux. Je me suis confronté à l'administration, j'ai testé beaucoup de choses. Oui, peut-être à un moment donné, ils demandent des comptes, mais si on sait utiliser les règles du système, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile pour eux. C'est-à-dire tribunal administratif, ce genre de choses? Aller se défendre soi-même. Oui, mais comment vous faites? Dans un tribunal du commerce, puisque tout est commerce dans une matrice qui est une matrice contractuelle et commerciale. Oula, vous donnez votre avenir au tribunal du commerce, d'accord. Non, parce que moi, les personnes que je connais qui sont allées au tribunal du commerce, cet environnement des liquidations judiciaires, etc., il n'est pas très pur actuellement pour dire ça. Non, il n'est pas pur, il y a pas mal d'obscurité autour des tribunaux de commerce, mais c'est là que ça se passe. Alors, je dis pas ça comme une idéologie, je dis juste que dans une matrice qui est commerciale, si on va ailleurs que dans un tribunal de commerce, on n'est pas au bon endroit. D'accord, donc vous placez pas au TA, vous allez vous donner le tribunal du commerce, décisionnaire de tout. Tout n'est que commerce, jusqu'à votre acte de naissance. Ça part de là. Okay. Vous avez des jurisprudences qui vont en votre faveur, vous avez réussi à gagner certaines choses comme ça? Ça, c'est une de mes questions favorites. Oui, la jurisprudence. Oui, dites-vous bien que si jamais je pouvais obtenir jurisprudence sur ce que j'avance, ça serait la porte ouverte et donc la matrice, comme je l'appelle, se tirer une balle dans le pied. Est-ce que c'est le principe? Non. Il vaut mieux botter en touche, il vaut mieux utiliser de coercition plutôt que d'admettre qu'ils n'ont pas le pouvoir de nous juger. Là, donc vous perdez quand vous y allez? Non. Ah. On ne gagne pas officiellement, mais on ne perd pas. D'accord. C'est Foucault, au final. Vous utilisez le tribunal du commerce pour figer les choses? Oui, c'est là que ça se passe. D'accord. Moi, je comprends. D'accord, le principe, c'est qu'ils abandonnent leur poursuite. D'accord. On ne cherche pas la gagne parce qu'on n'arrivera pas à la voir. Honnêtement, on n'est pas assez puissant, on n'est pas assez nombreux. Non, mais je peux entendre ça. Donc, si on veut utiliser la voie parfaitement légale, il faut aller pouvoir se défendre au bon endroit, mais ça ne sera pas reconnu, évidemment. Puisque si la justice était saine, on aurait gain de cause. D'accord. Mais ça entraîne un arrêt des poursuites et ça entraîne une certaine zone grise où on peut œuvrer, c'est ça? Exactement. D'accord, je commence à comprendre. D'accord. Ok. D'accord. Il y a autre chose qu'il faut savoir? Tellement de choses. Dites-nous, il vous reste 5 minutes. Je pense qu'il est nécessaire de comprendre comment cette matrice fonctionne d'un point de vue administrativo-juridique pour pouvoir se défendre convenablement. Il y en a trop qui viennent me consulter en me disant « Qu'est-ce que je fais? Je vais voir un avocat. » Et ils essaient non, mais un avocat, désolé, il ne sera pas là pour vous faire gagner, il sera là pour vous faire moins perdre. L'avocat a beaucoup de mal, sauf quelques-uns, mais il le paye très cher. L'avocat a beaucoup de mal à remettre en cause le système. On ne peut pas leur lancer la pierre. Ce serait remettre en question la nature même de leur métier.
Ouais, Est-ce que c'est simple? Non. Est-ce que du jour au lendemain, on est prêt à perdre ses avantages? Non, et puis ceux qui vont attaquer le système de justice de front le payent très très cher dans leur vie professionnelle Tout à fait. après. Hein, donc, c'est pour ça que je ne lance pas la pierre. J'incite personne à faire quoi que ce soit. La seule chose... Donc se former, devenir, réussir à faire par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en utilisant éventuellement les processus que vous encouragez, que vous décrivez. Une partie sont disponibles sur votre site, hein, l'autre partie vous les expliquez, et puis on peut vous joindre en privé, vous faites des consultations et ce genre de choses. Donc vous vous dites aux gens, formez-vous, instruisez-vous, et il y a une technique, une tactique dans cette direction-là qui peut vous être utile si vous la maîtrisez. C'est ça, il y a des failles. D'accord. Ces failles, il faut les trouver, il faut les expérimenter. Aujourd'hui, on a compris, avec toutes ces années d'expérimentation sur le droit maritime, on a compris que c'est là que ça se passe. D'accord. Donc, en fait, et c'est pour ça que je l'enseigne, c'est-à-dire que je pourrais ouvrir un cabinet d'avocats, ou de pseudo-avocats, peu importe comment on Vous l'appelle. n'avez pas le droit, attention, vendre du juridique et du droit en France sans le diplôme. Bon, non, il faut passer les diplômes. Et peut-être que je me suis fait laver le cerveau aussi, et que je serais tombé dans la marmite, et que c'était foutu. Heureusement, je suis peut-être pas passé par là, et heureusement, comme ça je suis en mesure de vous restituer aujourd'hui pourquoi il vaudrait mieux passer dans une autre voie. Donc oui, je pourrais ouvrir un cabinet, prodiguer des conseils, devenir avocat. Mais est-ce que c'est l'idée? Non, puisque j'ai parlé de représentativité. Est-ce que c'est moi qui vais vous défendre? Non, je peux vous aider. Je peux vous conseiller, je peux vous orienter, je peux vous enseigner des choses, mais je ne vais pas aller au tribunal pour vous. C'est pas le principe d'émancipation que de faire pour les autres. On est d'accord? Ah oui, ils vont assumer leur propre dossier eux-mêmes. Hein, donc, s'ils ne savent pas faire, ils vont se retrouver en slip, et ce sera leur slip à eux. Hein, voilà. Donc, je le dis quand même aux gens, quoi. Voilà. Il faut pouvoir endosser sa responsabilité, c'est une chose qui est absolument fondamentale. Ouais, non, mais je peux comprendre, je peux entendre ça. Bon, Voynich, on vous trouve où? On vous trouve comment? Site internet, pardon, voynich.me. WOJNICZ.me. Vous avez une actualité qui vient? Vous avez un petit bouquin, des nouvelles formations? Des formations, il y en a une qui va bientôt sortir. Restez branchés parce que celle-ci, elle va faire vraiment la différence. C'est la finance décentralisée. D'accord. Si vous voulez gagner plus de souveraineté sur vos finances, la voie royale, c'est la décentralisation totale. J'en ai déjà parlé dans une de mes formations débancarisation où j'incite les gens à réfléchir sur le fait de quitter les banques, donc, pour diverses raisons. Et la suite logique, c'est d'aller vers plus de décentralisation et surtout aller vers de la vraie décentralisation, puisqu'aujourd'hui, c'est un mot magique qui est employé à toutes les sauces, qui ne peut plus forcément dire grand-chose. Mais voilà, si on veut être souverain sur ces fonds, c'est là que ça se passe. Tiens, question subsidiaire. Demain, on me coupe mon compte bancaire parce que je suis un opposant politique ou je suis Jacques Beau ou je sais pas, moi n'importe qui va un peu contre la doxa. Comment je fais pour ouvrir un compte bancaire, payer mes factures? Je vais où? Vous allez sur des fintechs qui, elles, s'appuient sur la blockchain. Vous avez des noms là, sortez de l'organisme bancaire à proprement parler et vous allez vers des sociétés qui développent sur la blockchain, qui sont aujourd'hui, pour certaines, plus puissantes que des banques. Et on aura un IBAN et on pourra faire les virements, les prélèvements, on aura une vie normale. Voilà, tout est adapté aujourd'hui. Okay. Sauf que vous sortez de cette matrice-là qui a la main sur les banques également. Voynich.me. Écoutez, je voulais vous interroger, je vous remercie beaucoup. Monsieur, excellente journée à vous. À tout le monde, la suite des programmes sur RLP 102.3. Au revoir, à la semaine prochaine. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.